Bonsoir à tous, merci de nous retrouver ce soir dans Question d'actu. L'Algérie est à l'heure des grands projets. Le pays a lancé cette semaine, je vous le rappelle, le tant attendu projet d'exploitation du gisement de fer de Garage Bilette. C'est le ministre Ahmed Arkab qui a donné le coup d'envoi à Tindouf pour l'exploitation de la partie ouest de la mine, jouissant de réserves de 1,7 milliard de tonnes exploitables dans la première phase. L'exploitation de la mine, l'une des plus importantes au monde, avec des réserves de 3,5 milliards de tonnes de fer, se déroulera en plusieurs étapes, et cela jusqu'en 2040 pour atteindre les 50 millions de tonnes par an. Le gouvernement a décidé de remettre les activités minières en tête des priorités pour pouvoir accéder à de nouveaux marchés. Le projet de Garage Bilette est pourvoyeur de richesses et d'emplois. Il est considéré comme un tournant décisif dans l'histoire de l'industrie minière de l'Algérie. Il permettra de placer le pays qui produit actuellement entre 2 à 5 millions de tonnes par an de fer et d'acier en tant que leader de l'industrie sidérurgique et métallurgique en Afrique. Pour en parler, nous accueillons ce soir sur notre plateau Monsieur Houfani Messoud. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes conseiller du ministre de l'Énergie et des Mines. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie et merci pour l'invitation. Merci à vous. Nous accueillons également Monsieur Saadallah Abdelkader. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes également conseiller du ministre de l'Énergie et des Mines. Merci à vous deux, messieurs, d'avoir accepté notre invitation. Avant d'entrer dans le débat, je vous propose de revenir en images sur le lancement de ce tant attendu projet d'exploitation du gisement de fer de Garage Bilette avec Bedia Amrani. Lancement de l'exploitation de la mine de fer de Garage Bilette à Tindouf. Après 7 décennies de sa découverte, cette troisième plus grande mine de production de fer au niveau mondial avec des réserves dépassant les 3 milliards de tonnes est devenue opérationnelle. La capacité de production est située entre 40 et 50 millions de tonnes annuellement à l'horizon 2026. المصانع الحالية في صناعة صلب الجزائر تتطلب مواد أولية تقدر حاليا بحوالي مليار دولار. Les besoins en matières premières des usines de fer en Algérie mobilisent actuellement la bagatelle de 1 milliard de dollars. D'ici 2025, ces besoins seront de 20 millions de tonnes, l'équivalent de 2 milliards de dollars en importation. Pour économiser ces montants, il est urgent d'exploiter la mine de Garage Bilette à Tindouf. La réalisation de ce projet structurant est confiée à un consortium d'entreprises chinoises qui a une grande expérience dans l'exploitation minière. Une ville entière sera implantée dans cette région avec 5000 logements, des écoles, des infrastructures de santé, des commerces, en plus d'entreprises de sous-traitance. L'exploitation de cette mine est prévue sur plusieurs phases. Dans la première s'étalera jusqu'en 2025. Pas moins de 30 000 emplois directs et 25 000 emplois indirects sont à pourvoir. Des ingénieurs, des techniciens spécialisés ou une main-d'œuvre simple trouveront embauche. Ce projet est important pour la jeunesse de la région. Ce projet est d'une grande importance pour la wilaya et pour le pays. Nous l'attendions depuis des années. Nous sommes très contents de son lancement. Les premières cargaisons du minerai de fer extrait seront acheminées par route en attendant l'achèvement de la nouvelle ligne ferroviaire reliant la wilaya de Béchar au nord du pays. Ce projet structurant permettra d'engranger d'importantes recettes à même de renflouer les caisses du trésor public. Elles sont estimées à 10 milliards de dollars durant la première étape d'exploitation pour atteindre plus tard 16 milliards de dollars. Le gouvernement mise gros pour faire du projet de la mine de Garage Bilette un exemple d'investissement stratégique réussi. Son lancement a d'ailleurs coïncidé avec la promulgation du nouveau code de l'investissement qui permettra d'instaurer une concurrence loyale entre les différents opérateurs économiques. Alors, ce projet est structurant, un tournant décisif dans l'histoire de l'industrie minière de l'Algérie, Monsieur Houfani. Oui, vous avez bien dit, c'est un tournant important parce que, comme on l'a constaté, ce projet, ce gisement a été découvert il y a 60 ans et qui est resté dans les tiroirs. Aujourd'hui, notre président a eu le courage de nous orienter vers le lancement de ce projet. Et tout le staff du ministère de l'Énergie et des Mines est dessus.
et toutes les compétences sont dessus. C'est pour ça que nous avons pris la décision ferme d'ouvrir la mine. Et nous l'avons fait lors de ce déplacement. Ce qui veut dire que nous sommes dans la contrainte d'exploiter ce gisement. Pourquoi ? Vous avez tout à l'heure posé la question, la production du fer et de l'acier. Aujourd'hui, on a comme objectif de produire 12 millions de tonnes d'acier à l'horizon 2025. Et pour ce faire, si on fait un tour d'horizon, nous n'avons pas le potentiel existant en dehors de Garadjibilet. Donc aujourd'hui, c'est devenu une contrainte pour le développement du pays. Donc c'est pour ça que nous avons commencé et on va y aller graduellement et avec persévérance. Donc pour mettre en valeur ce gisement, d'abord pour satisfaire les besoins de la métallurgie algérienne en produits miniers. Vous savez que nous avons déjà dépensé 1 milliard et quelques en 2021 pour l'importation. Et ça va devenir, cette année ou en 2023, ça va atteindre les 2 milliards et quelques. Alors, si on continue comme ça, on ne s'en sortira pas. Donc il faut qu'on ait notre industrie minière. Il fallait se lancer dès maintenant, Monsieur Saadallah Abdelkader, dans l'industrie minière, comme l'a précisé à l'instant Monsieur Houfani, déjà pour répondre à la demande locale qui va en augmentant. On le sait, vous parlez d'1 milliard, maintenant 2 milliards. Ça nous permettra, à travers Garadjibilet, de pouvoir satisfaire les besoins locaux et puis d'exporter l'excédent. Oui, absolument. Je crois que c'est cette période, je dirais, ou jamais. Comme on a raté depuis l'indépendance, maintenant on n'a pas d'autre alternative. Toute l'industrie et la métallurgie existante en Algérie commencent à importer du minerai. Or, nous n'avons pas d'autres ressources. Donc il faut développer ce secteur de l'industrie minière. Ce qui est intéressant, ce que vous me disiez tout à l'heure, c'est que l'industrie minière peut créer une chaîne de valeur extraordinaire, qu'il y aura des retombées très importantes sur le PIB, vous le disiez tout à l'heure, de tout le pays. Dès le début, on a senti qu'il y avait dans cette décision politique une autre façon de voir le développement. Il n'est pas question de vendre du minerai brut. Ça veut dire qu'on va lui ajouter de la valeur, c'est-à-dire on va lui ajouter du travail ici, donc c'est des Algériens qui vont travailler, et on va vendre quelque chose qui est, en plus du minerai, une part de travail. Ça, c'est très important, et la grande différence avec le début des années 60, c'est que tout le monde disait que le pétrole, les hydrocarbures vont constituer petit à petit, vont permettre à l'Algérie de constituer une économie indépendante de par elle-même. Finalement, on l'a dit, mais on ne l'a pas fait. Jusqu'à l'heure actuelle, on vend encore du pétrole brut. Oui. C'est-à-dire qu'on ne veut pas reproduire aujourd'hui les mêmes erreurs et carrément se lancer dans l'industrie de transformation métallurgique. Absolument. Parce qu'on pouvait très bien avoir des clients qui auraient payé peut-être les installations et puis recevoir le minerai brut. Non, il est question de le travailler ici, sur place et d'encourager tout ce qui est comme PME, etc., des entreprises, pour travailler le produit, c'est-à-dire le faire lui-même. Ici, par des petites entreprises, il faut encourager, que ce soit demain, comme je dirais, y compris que ce soit la fabrication d'alliages spéciaux, que ce soit les aciers résistants, les aciers avec d'autres alliages, que ce soit au vanadium ou autres. On espère que l'intelligence qui sort des universités va s'investir dans ce domaine, sous forme de petites
et moyennes entreprises. À condition de le rendre attractif. Hein. On parlera après de comment rendre ce secteur plus attractif à travers le projet de loi sur les mines qui est en cours d'achèvement. On va en parler dans un petit moment. Mais avant, on va rester sur Garage Billet. Garage Billet qui, quand même, je pense qu'a tardé également à voir le jour parce qu'il y avait plusieurs obstacles à surmonter derrière, sur le plan logistique, sur le plan de la phosphorisation. Aujourd'hui, on est arrivé au point où on peut l'exploiter. Oui. Les technologies nous le permettent. Oui, parce que vous savez que le gisement de Garage Billet et plusieurs autres gisements dans la région, tels que Méché et Abdelaziz, sont constitués d'un minerai de fer qui contient 0,8% de phosphore. Or, le phosphore, c'est un élément qui ne permet pas de fabriquer une fonte de qualité. Et l'un des obstacles de toutes les études qui ont été faites par le passé avec SNS n'ont pas encore atteint un degré de déphosphorisation raisonnable pour faire de la fonte. Aujourd'hui, avec les partenaires chinois et les partenaires russes, nous sommes arrivés à réduire ce taux de phosphore à un taux raisonnable au niveau des laboratoires. Ce qui veut dire aussi qu'il faut persévérer et continuer à faire les essais de traitement dans des pilotes pour avoir un produit marchand. Oui. Voilà. Commercialisable. Est-ce qu'on a déterminé justement les produits commercialisables au plan national et international? Oui, on a déterminé les produits commercialisables. Donc, tout d'abord, on a eu, selon les essais que nous avons faits en Chine et avec nos partenaires chinois, on est arrivé à fabriquer des produits commercialisables. Donc, le premier, c'est le concentré de fer. Le deuxième, c'est la poudre de fer, le PDRI, qui ont atteint des résultats encourageants. Un taux de fer de 90% et plus, avec un taux de phosphore à 0,1. Donc, c'est déjà un acquis. Cela ne veut pas dire qu'on a tout réussi. Il faut continuer à travailler. À persévérer. Voilà, persévérer. Alors, on le sait, ce projet donc, va se développer sur une vingtaine d'années, qui va se développer sur plusieurs étapes. Il y a une première étape donc, qui prévoit l'exploitation de 2 à 4 millions de tonnes de fer par an. Oui, dans cette première étape, qui marque, je pense, cette volonté politique de démarrer. Mais c'est une étape qui peut aller, je pense, jusqu'à peut-être 26. Oui. Mais par la suite, c'est la fonderie qui va commencer à fonctionner et faire la ligne de chemin de fer. Oui. Ça, c'est très important. Et là, on rentre. Il faut voir ce projet comme étape successive. Et une étape alimente la prochaine étape. Et ainsi de suite. Il ne faut pas le voir comme un projet ficelé, clé en main, etc., etc. Non. Où la part de contribution et de participation de l'Algérie est importante. Ça, il faut le voir dans ce sens. Et au fur et à mesure, il porte bien le nom, dans les premiers documents que j'ai lus, on parle de projet structurant. Oui. C'est-à-dire c'est un projet qui lance une nouvelle dynamique sur le plan économique pour toute la région et en dehors. Il y a un autre point, toujours concernant ce projet, qui n'est pas pour 2 ou 3 décennies, je dirais qu'il est pour beaucoup plus. Si on regarde le tonnage, les quantités, on parle de production de 20 millions de tonnes par an, par exemple. Mais le minerai, il y en a pour... les estimations actuelles parlent de 3 milliards. Oui. C'est-à-dire c'est 1 siècle et demi. Donc on va vers quand même une exploitation rationnelle qui pense aux générations futures également. Absolument. Et comprenant le développement durable, parce qu'il y a tous les paramètres à prendre en compte. Parce que ces gisements trouvés jusqu'à l'heure actuelle, Garage Billet et Méché Abdelaziz, ils se trouvent dans une formation géologique bien définie et cette formation géologique existe ailleurs au Sahara. Ce n'est pas uniquement en bordure des Aiglabes, dans la région de Garage Billet et en continuité. Elle existe dans cette région et ailleurs, d'un point. D'autre point, on sait qu'il y a aussi un potentiel du même type de minerai dans des pays voisins. Et
on pense aussi qu'on pourrait aussi le trouver en Arabie Saoudite, dans les mêmes conditions géologiques. Donc, vous voyez, ça ouvre des perspectives extraordinaires. Et sur ce plan-là, et il faut développer au maximum par la recherche d'un côté, recherche-formation, et par la recherche-développement. C'est-à-dire, il faut essayer ces nouveaux alliages, le traitement des minerais, etc. Si on avait, au début des années 62, mis en place une équipe de chercheurs, chimistes, etc., des métallurgistes, au bout de 2 ou 3 décennies, on aurait trouvé le procédé pour faire la déphosphorisation. Aujourd'hui, on pense à ce qu'il y a un transfert de savoir-faire. Hein. Oui, mais Après. Je voudrais compléter à la question de tout à l'heure, les produits marchands. Donc aujourd'hui, nous sommes, disons-le, contents parce qu'on a obtenu les produits marchands demandés par la sidérurgie nationale. Donc la sidérurgie nationale est constituée de 3 process. Il y a le haut fourneau, la réduction directe, par exemple, Bellara. Le haut fourneau, c'est Hadjar. Peut-être Tsiali. Et puis, le four électrique pour les petites industries théologiques qui sont en train de se créer en Algérie. Donc, pour ces 3, nous avons obtenu des produits marchands. Le réduit, le pré-réduit, les concentrés et tout, avec une ambition de produire dans les années 30, 15 millions de tonnes de pré-réduits et 15 millions de tonnes de concentrés. Une partie restera pour les besoins de l'économie nationale, de nos entreprises, et une partie qui va nous générer des devises, on va l'exporter. Mais c'est des produits transformés. Ce n'est pas des produits bruts comme on en fait. Et cette politique, nous l'avons appliquée aussi pour le phosphate. Jusqu'à maintenant, on vendait des phosphates bruts. Avec le projet de phosphate que nous sommes en train de monter, nous allons produire des engrais, nous allons arrêter de vendre, ou du moins diminuer de vendre du phosphate brut. Donc, au niveau mondial, il y a une pression sur le phosphate. Il y a une pression sur le phosphate. Très bien marcher. Et aujourd'hui, l'Algérie est rentrée dans la phase, disons-le, de l'industrie de transformation. Voilà un peu. Alors je me permettez, je complète. Pour les produits marchands, il y a eu 2 conseils de ministres. Il y a 2 conseils de ministres qui nous ont donné, le 2e conseil des ministres nous a donné des orientations. Pour le groupement avec qui nous travaillons, CMH, nous allons continuer pour les essais et tout. Mais on va lancer un avis d'appel d'offres pour la mise en valeur des produits marchands que nous avons obtenus. Et ça va se lancer bientôt, Inch'Allah. Voilà, en 2 mots. Très bien. Alors, le premier conseil des ministres qui avait approuvé le lancement de cette première phase, c'était le 8 mai dernier. Voilà, donc approuvé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Alors, vous parlez du projet structurant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on l'a entendu dans le sujet, la population est très contente parce que cela va bien sûr générer de l'emploi derrière, cela va développer la région, on va développer le chemin de fer, il y aura certainement des infrastructures. C'est un peu multisectoriel aujourd'hui, puisque tous les secteurs seront appelés aussi à s'implanter dans la région. Il y a le travaux public, il y a l'habitat, la santé. On sent que l'impact derrière est assez énorme. Oui, l'impact est énorme. Tout d'abord, une petite... disons-le, une petite chose. Avec les petites choses, on fait les grandes choses. Lors de notre passage au niveau de Tindouf, plutôt au niveau du gisement de Garadji Bilet, lors de l'ouverture, on a constaté cette volonté chez la jeunesse de travailler, ce qui est légitime. Donc, et parmi les, disons-les, les premières mesures d'encouragement en attendant la mise en place du projet avec toutes ses composantes, nous avons décidé de prendre un groupe de jeunes, déjà pour les former dans nos carrières au nord, dans l'entreprise somifère, pour montrer que nous avons commencé. Ça a commencé et ça va se poursuivre avec d'autres. Alors, sur le côté social, il y aura les constructions de logements, le président tout à l'heure l'a dit, il y aura la construction de centres de santé, et il y a tout ce qu'il faut pour une ville minière. Nous, notre espoir, c'est de rendre Tindouf wilaya minière comme Tébessa.
Donc avec toutes les infrastructures nécessaires derrière. Qui vont avec. Donc impact économique, socio-économique sur toute la région. Emploi également. Emploi également, surtout de milliers d'emplois. Relations avec l'université. Absolument. Vous êtes un peu spécialisé, vous avez en tout cas été chargé de la formation. Oui. Il faut faire participer aujourd'hui l'université. Oui. Il faut former des compétences nationales. Oui. Pour pouvoir développer le secteur de l'industrie minière. Vous avez tout à fait raison, et c'est ce que nous faisons. Et nous allons commencer, je vous ai dit tout à l'heure, il y a la première décision, c'est la création d'un institut algérien de formation minière. Si par le passé, nous avions 2 petits établissements qui, disons-le, formaient, mais ce n'était pas sans objectif. Oui. Aujourd'hui, on a un objectif, c'est former les compétences métiers. Oui. C'est très important. Et nous allons le faire avec l'université, avec le Polytechnique, avec toutes les compétences nationales et tous les établissements nationaux qui peuvent nous aider. Oui. Voilà un peu. Alors on dit qu'on a quand même un potentiel minier assez incroyable ici en Algérie, donc cela nécessite donc une compétence derrière. Vous le disiez tout à l'heure, si on avait commencé il y a 60 ans, on aurait pu, mais aujourd'hui il faut aussi former pour pouvoir développer une industrie, on va dire, prospère pour l'avenir. Oui, c'est-à-dire qu'il faut tirer toujours les leçons du passé. En tirant ça veut dire que maintenant, il faut prendre en considération le secteur recherche, formation, et développement, et le secteur recherche-développement. Ça marche un peu ensemble. Recherche-développement, ça veut dire que dans un secteur très particulier, très pointu de la technologie et de la science, on fait des essais ici, sur place. On entend beaucoup de choses et souvent, le réflexe, c'est de dire on va le faire avec X, on va acheter tel matériel, on va faire ça. Mais on n'entend pas l'autre son qui dit que tel laboratoire, à tel endroit, réussit à faire telle chose. Que vous prenez par exemple... Laboratoire national, bien sûr. Un laboratoire national d'une université, d'une école d'ingénieurs, etc. Je prends un exemple tout simple. On parle beaucoup et on en a besoin le dessalement de l'eau. Oui. Mais est-ce qu'on encourage des instituts, des labos à trouver un moyen pour dessaler l'eau de façon moins coûteuse ou de façon pour économiser avec. Et pourtant aujourd'hui nous maîtrisons cette technologie. Bon, c'est-à-dire que la recherche, elle a aussi besoin de financement. Et à un certain moment, cette recherche doit aller vers les utilisateurs et doit faire ses preuves. C'est pour cela qu'il faut lier la recherche d'un côté à la formation et d'un autre côté au développement. Oui. Alors, vous le disiez, tous les deux, aujourd'hui, il faut travailler par soi-même, ne plus compter sur les autres, les partenaires forcément étrangers. Vous parliez tout à l'heure des problèmes logistiques qu'on trouvait pour exploiter ce gisement. Mais aujourd'hui, avec le chemin de fer, le projet, en tout cas, de la réalisation d'un tronçon de plus de 1700 km de voies ferrées, Béchar, Tindouf, Garage Billet, est prévu. Vous le disiez aussi, il faudra aussi qu'on fabrique nos propres rails. Oui, le professeur l'a dit tout à l'heure. Je le complète. Et dans ce projet-là, grand projet structurant, il y a une usine qui va être construite à Béchar pour fabriquer les rails, non seulement pour le projet, pour la voie, mais pour l'Algérie. Donc c'est le fer de Garage Billet qui va nous permettre de fabriquer ces rails. Oui. C'est-à-dire qu'on comprend que cela nécessitera beaucoup d'investissements derrière. Et il y a aussi la loi minière, justement, qui vient répondre à ce besoin, puisque cela va ouvrir aussi le champ à nos entreprises publiques, privées, et bien sûr nos partenaires étrangers pour pouvoir venir investir dans ce secteur. Oui, la question est juste. Lorsqu'on avait organisé au niveau du ministère de l'Énergie et 10 000 le 30 novembre 2021 la journée sur l'investissement minier, nous avons parmi les premiers points, c'est la facilitation ou la refonte du code minier. Oui. La loi minière de 2014 ou bien celle avant ont fait leurs preuves. Il faut aller changer, il faut faciliter, il faut donner la chance pour développer les gens qui ont des capitaux privés
ou sociétés nationales ou étrangers veulent investir sur le secteur minier, ils sont les bienvenus. Ils doivent trouver toutes les facilitations. Moi, j'ai travaillé un peu en Afrique, dans les pays voisins, où la loi permet de créer une société dans les 2-3 jours. Hein. Nous, on veut atteindre ce niveau de facilitation. Pourquoi? Cette loi minière qui existe aujourd'hui a beaucoup plus favorisé l'ouverture de carrières que les mines. Pour l'ouverture de carrières, c'est les sables, les granulats. 90% des permis ont été pris dans le cadre des adjudications. Hein. Oui. La loi est respectée. Mais nous, aujourd'hui, on veut développer la mine au sens propre du terme. Vous avez parlé tout à l'heure d'un potentiel minier. Oui, il existe le potentiel minier. Oui, il faut le développer. Oui, il faut faciliter la loi, il faut la simplifier. Voilà un peu le credo d'aujourd'hui. Oui. Et la loi, elle est en cours d'achèvement? Alors la loi, il y a une première mouture qui a été achevée. Nous sommes en train de la revoir un peu pour la rendre la plus simple possible et la présenter une fois que nos autorités l'acceptent au Conseil du gouvernement, Conseil des ministres et le Parlement. Ouais. Mais il y a des retouches qui sont en train d'être refaites. Voilà. Aujourd'hui, on parle beaucoup de facilitation pour attirer ces investisseurs. Vous parliez de l'expérience un peu de par le monde, d'entreprises-services aujourd'hui qui interagissent dans ce secteur et pas forcément de grandes entreprises de poids. Absolument. Bon, on a beaucoup d'exemples dans le monde où parfois c'est des petits groupes qui démarrent quelque chose et qui arrivent à concurrencer de grandes sociétés de services qui sont installées depuis des décennies. Et il y a ça. Autre chose, bien sûr, il y a beaucoup de facilité. On dit qu'en Amérique, on peut créer une société en 3 heures. Oui. En Norvège, j'avais créé ma société en 1999. Un simple coup de fil, alors que je débutais, et j'ai reçu par la poste de ce temps un fichier que j'ai rempli. Une semaine après, j'ai reçu ce qu'on appelle ici le registre de commerce. Ça a duré 1 semaine. Oui. Maintenant, ça se fait tout sur Internet. Oui. Et on ne m'a pas demandé ni de capital, ni rien du tout. J'ai utilisé mon compte bancaire, j'ai utilisé mon adresse, et ce n'est que beaucoup plus tard que les banquiers m'avaient conseillé de passer à une société à action qui, elle, nécessite un comptable agréé. Oui. Bon, mais ça aussi... On sent la facilité ici, de créer une entreprise. C'est beaucoup plus compliqué. C'est des lourdeurs. Je dirais beaucoup plus des lourdeurs. Bureaucratiques, oui. Des routines. On a l'habitude de faire ça, puis ça. Mais quelqu'un peut dire, mais je ne suis pas obligé de passer par la phase 1. Oui. Je peux aller directement à la phase 2. Ah non. Ça, la loi dit, vous passez par la phase 1. Il y a les textes, les lois que les gens, que les hommes créent, deviennent des obstacles au bout d'un certain moment et deviennent des références. Et on n'arrive pas à passer au-delà. On tourne en rond. Et ça... بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا
أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. Et on n'arrive pas à passer au-delà. On tourne en rond. Et ça, bon, je le constate et je pense que c'est très important de se pencher sur cet aspect. Sur l'aspect humain, sur le capital humain aussi, Sur qui cet doit aspect changer de sa routine. mentalité, sa façon Si de voir on les choses. veut lancer un projet, et on va le lancer, pour ma part, j'y contribuerai autant que je pourrai, un projet géant genre Garage Billet. Mais si avec ce projet, on retombe dans la routine habituelle, écoutez, on a un créneau. Actuellement, le pétrole est monté, son prix. Ça nous permet de pouvoir investir un peu plus. Oui. Mais rien ne dit que cette fenêtre qui vient de s'ouvrir, elle ne va pas se fermer la semaine prochaine. Alors, il faut L'histoire aujourd'hui... du Covid Oui. a montré que dans toutes les prévisions des économistes, il peut toujours y avoir une inconnue qui peut arriver à tout moment. Et c'est ce qu'il y avait aussi, le Covid retardait aussi l'exploitation de Garage Billet. Et puis derrière, il faut une véritable volonté politique pour pouvoir avancer. Aujourd'hui, elle y est. On espère que cela va se poursuivre. La feuille de route, en tout cas, pour le lancement du secteur des mines est bien précise. On parle aussi aujourd'hui d'une nouvelle carte géologique nationale des mines, puisqu'on parle de pouvoir attirer les investisseurs. Il faudrait aussi connaître notre potentiel, ce qu'on veut développer, ce qu'on peut exploiter. Absolument. Ben oui, c'est tout à fait normal. Si on veut développer, il faut avoir une carte géologique précise et actualisée. Si on fait un tour d'horizon, l'Algérie a une couverture géologique, a une infrastructure géologique et géophysique assez bonne. Donc on a une couverture géologique au niveau du Hogar du 500 000 et à l'échelle aux 200 000. On a une couverture géologique au nord au 50 millième. On a une couverture géologique au niveau des Eglab et de l'Ougarda. Donc il y a déjà une infrastructure disponible. Il y a aussi une infrastructure, un levé aéromagnétospectrométrique qui a été fait dans les années 72-73. Donc il y a déjà les éléments de base pour travailler. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas revoir quelque part cette cartographie géologique. Et aujourd'hui,
on a une agence qui s'appelle l'Agence du service géologique d'Algérie qui est chargée de mener ces études. Oui. Pour faire cette cartographie géologique aux échelles requises. Voilà, donc et parmi les orientations du président, c'est aller faire encore de la cartographie géologique et nous allons y penser et nous allons nous y mettre. Oui, il faut être plus précis aujourd'hui, plus clair Pour que... ajouter une petite remarque. Les méthodes de travail ont beaucoup changé et il y a eu des apports techniques qui n'existent pas et qui ne sont pas encore utilisés en Algérie. Je pense notamment aux drones que les géologues, les géoscientifiques de par le monde utilisent. Ce qui fait que le géologue qui travaille sur le terrain avec sa carte et qui passe et qui note comme ça, si en même temps il fait ça avec un drone, le travail qu'il fait en un jour, il le fera avec le drone. C'est comme s'il le faisait tout seul, sans drone, il faut une semaine. Mais je pense qu'il y a eu une aide dans ce sens pour l'utilisation des drones et pour cartographier. Il y a une vision actuellement. C'est encore en discussion, mais il n'y a pas de drone utilisable encore en Algérie par les géologues. D'accord. En tout cas, le message est passé aujourd'hui. Ça complète un peu votre question. Là, le professeur a touché un domaine sensible parmi les nouvelles techniques. C'est vrai, il a raison. Il faut qu'on s'y mette aussi. Et il y a aussi les autres aspects, les autres techniques, la télédétection et la géophysique aérienne. Et là, nous sommes en train de réfléchir à créer une société de géophysique aérienne. On ne peut pas faire une exploration pour certains produits miniers. Par exemple, je vous parle du diamant. Le contexte géologique algérien s'y prête pour découvrir des diamants. Et on en a découvert des diamants, mais dans des placers. Il faudra aller chercher les sources primaires, comme dans les autres pays. Et pour ce faire, il faut un levé géophysique aéroporté. Donc aujourd'hui, nous nous inscrivons sur cette lignée internationale qui est créée pour la recherche minière ou l'exploration minière moderne. Voilà. Et puis il y a un gain de temps derrière aussi important, puisque ça impacte aussi les finances. Un sujet que je voulais parler, si vous permettez. Je ne sais pas si vous allez poser la question concernant l'exploitation de l'or artisanal et tout ça. On va y arriver, mais avant... Pardon. On va arriver à l'exploitation de l'or, mais avant, on va revenir... Il n'y a pas de souci, on va vous donner la parole sur cela. On va revenir sur Garage Billet, puisque on va revenir sur la déclaration du ministre de l'Énergie et des Mines, M. Arkab. Il était l'invité du journal du 20h hier. Il revient donc sur l'exploitation de ce grand projet, côté ouest, pour l'instant, puisque on a encore centre, est et aussi M. Abdelaziz qui englobe à E4, je pense 5 milliards de tonnes. Voilà, on l'écoute et on revient juste après. Le gisement de Garage Billet est un projet minier qui compte 3 sites. Garage Billet Est, Garage Billet Centre et Garage Billet Ouest, en plus du gisement de fer de Mechri Bachir. L'ensemble des mines de la wilaya de Tindouf représente une réserve géologique estimée à 5,5 milliards de tonnes de fer. Pour ce qui est du projet, il est conçu en 2 phases. La première s'étend de 2022 à 2026. Durant cette phase, la quantité de fer qui sera acheminée de Garage Billet vers Béchar et les régions portuaires du pays est d'environ 3 millions de tonnes. Il y aura également les industries de transformation pour produire le concentré du minerai de fer, le granulé de fer et d'autres produits tels que les billettes et les ferrailles. La transformation et la valorisation du minerai de fer se fera au niveau de Garage Billet, dans la wilaya de Tindouf, mais aussi à Béchar et à Btewa, et ce afin d'obtenir des produits de haute qualité à forte valeur ajoutée utilisés dans la métallurgie. Le projet de Garage Billet aura des retombées positives. Il fournira la matière première aux usines sidérurgiques et métallurgiques et créera de nombreux emplois. Voilà, donc vous me parliez aussi tout à l'heure de peut-être l'implantation d'une usine métallurgie à Béchar. Donc on pense vraiment à développer le secteur de la transformation de la métallurgie à travers le Garage Billet. Oui. C'est important, il y a un gain aussi sur la logistique. C'est le premier, c'est dans la première phase, enfin la deuxième phase. Parce que la première phase consiste à exploiter et à transporter par camion le minerai.
Et entre-temps, après, il faut commencer à construire la voie de chemin de fer. Ouais. Et entre-temps, la première fonderie se mettra en place à Béchar. On a une idée sur l'année ou sur le temps que ça prendra, puisque bon, la première phase, c'est jusqu'en 2025, 2026. Oui, 25, voilà. 26. Donc la première phase, il y aura le transport par camion, donc voilà, jusqu'à Béchar et puis les ports. La deuxième phase, ce sera quand le rail entrera en fonction et qui permettra bien sûr d'exploiter et de transporter beaucoup plus. Alors concernant donc les autres gisements miniers, on va en parler. On va en parler de Garage Billet. Il y a aussi les gîtes et gisements aurifères du Hogar, le plomb et le zinc de Oued Amizour dans la wilaya de Béjaï, le phosphate de Bled Hadba dans la wilaya de Tébessa et tout l'est algérien. Donc aujourd'hui, on a le potentiel, il est connu, il est lancé dans certains secteurs. Le potentiel connu, mais pas suffisamment. Oui. Donc, on commence. On commence. Non, on a quand même une idée sur notre potentiel sur lequel nous avons travaillé, que l'État a mis quand même de l'argent pour la recherche minière. Oui. La recherche minière a été faite sur concours définitif de l'État. On n'a pas eu des privés qui sont intervenus ou des sociétés étrangères, malgré l'ouverture de la loi, investir dans la recherche minière. C'est toujours l'État qui a fait cet effort, et cet effort a permis de découvrir les gisements que vous venez de parler, entre autres celui de Oued Amizour. Oui. Entre autres, celui d'Amizour a été découvert sur un fonds propre de l'État algérien. Donc, on a une estimation du coût que ça nécessite pour la recherche et pour l'investissement dans ces... Alors, je vais vous donner un ordre de grandeur. Oui. Puisque moi-même j'étais chargé de la recherche minière, on a eu des budgets, disons-le, de 1 milliard, jamais dépassé 2 milliards de dinars annuels pour la recherche minière, tournant dans la réalisation d'une quarantaine de projets sur le territoire national. Et ce travail, quand même, a abouti à des résultats. Dans la découverte de Amizour, dans la découverte de Bled Hadba, dans la découverte de l'ordre de Tirek Smessa, dans la découverte de pas mal de gisements en Algérie. Vous savez, bon, voilà. Aujourd'hui, la question se pose, il faut aller vers la mine. Si on fait un compte, on n'a pas de mine, beaucoup de mines ouvertes, à part quelques carrières ou quelques petites mines de barytes ou je ne sais pas quoi. Oui. Il faut aller à l'ouverture des mines telles que celle de Oued Amizour. Oui. Et pour avoir, pour se lancer carrément dans une politique d'exploration minière, il faut la faire. Il faut savoir encourager les juniors à venir investir. Parce que ce qui se fait dans les pays voisins, c'est surtout les juniors qui investissent et qui découvrent et que les seniors prennent. Voilà. Parce qu'il y a aussi des risques derrière. Il faut aussi, voilà. C'est ça. Nous avons un programme qui est en cours de 26 projets. Lancé en 2020 et qui va se terminer en 2023, un programme de recherche minière qui touche un peu à tous les produits, surtout les produits dont les projets structurants ont besoin. Je donne un exemple, par exemple la bentonite pour faire du boutage pour le fer, pour le projet de Garage Billet. Donc c'est des programmes orientés pour l'économie nationale, soit de la valeur du produit que nous cherchons, ou surtout les besoins de l'économie nationale. Vous savez, aujourd'hui, nous continuons à importer. Oui. On continue à importer du marbre. J'allais en venir au marbre. Hein, voilà. 100 millions de dollars entre marbre et granit. Oui, alors on va arrêter par le projet. Oui. C'est-à-dire on n'arrête pas l'importation, on va la diminuer. Oui. Jusqu'à pouvoir répondre à la demande. Et là, on encourage les privés. Et il y a beaucoup de privés qui produisent des roches décoratives. Oui. Alors, l'exploitation minière entre actuellement dans le nouveau cycle économique 4.0, intelligence artificielle, que ce soit pour les équipements, les processus technologiques ou le secteur des services qu'elle utilise. Aujourd'hui, nous avons aussi du potentiel dans ce domaine. Pour réussir sur le plan de la rentabilité, de la compétitivité, l'Algérie doit, on le dit toujours, se préparer aussi sur le niveau des compétences. Mais nous avons la matière première. Nous pouvons aussi développer dans ce sens. Oui, je ne saisis pas très bien. Nous avons aussi d'autres, comme le vanadium, comme le... voilà, c'est d'autres produits miniers, oui. Oui, je parle des autres produits miniers que nous avons.
Oui, effectivement. Est-ce que tout ça, qui sont très utilisés aujourd'hui dans les technologies modernes. On va vous en parler. Oui, tout. Est-ce que cet aspect de la question viendra au cours d'une des phases du projet de Garage Billet, quand il s'agira de faire des aciers spéciaux? À ce moment-là, effectivement, il faudra se pencher sur des éléments rares. Est-ce que, en même temps, la question se pose et viendra un jour où il faudra se pencher sur la question des terres rares? Les terres rares, oui. Bon, on sait qu'il y a un potentiel, et bien sûr, la question, c'est il faut pousser un peu plus la recherche par rapport à ce qui a été fait, les résultats qu'on a obtenus, d'une part. D'autre part, il faut rentrer dans le processus de traitement. Oui. Parce que, par exemple, les terres rares, la grande question, c'est le traitement des terres rares. Bon, quand on dit terres rares, c'est en ppm, c'est-à-dire quand vous avez 5 grammes par tonne, donc une tonne, et vous tirez 5 grammes. Je ne vois pas comment on pourrait vendre un minerai, c'est-à-dire une tonne, pour que le client va tirer 5 grammes. Donc la question du traitement des terres rares se posera. Si on va vers une recherche approfondie, c'est toujours bon de savoir ce qu'on a, oui. Mais si on veut l'exploiter, il faut aller vers le traitement. Oui. Eh bien oui, aujourd'hui on parle de métaux critiques, de métaux stratégiques, d'hydrogène vert, il y a toute une... Ah oui, il paraît que nous avons quand même assez de quoi faire chez nous. Oui, bon. Si on examine bien un peu, si on regarde bien un peu la carte des ressources minérales algériennes, c'est vrai qu'il y a pas mal d'éléments qui peuvent être classés dans les métaux critiques, les métaux stratégiques, tels que, le disait monsieur le professeur tout à l'heure, le vanadium, le chrome, le nickel, les métaux rares, les terres rares. Oui. Les terres rares, c'est le traitement. Hein. Oui. Les personnes vous donneront la technologie, hein, même si vous avez des terres rares. Donc, moi, je pense que c'est un chapitre qu'on laisse tranquille pour le moment. Pour l'instant, nous occupons mais on va se pencher sur les autres produits que nous pouvons, que nous avons découverts, ou bien que nous pouvons découvrir, que nous pouvons valoriser. Et qui se trouvent en surface également. Voilà, non, ça se trouve, aussi, ça dépend. Il y a en tout cas pour Garage Billet ou... Il y a des produits qui se trouvent en affleurement. Mais aujourd'hui, la carte de l'affleurement, elle est connue. On sait pratiquement tout ce qui existe en affleurement. Il faut aller dans le cachet maintenant. À Mizoul, c'est un gisement caché. Et nous l'avons découvert avec des techniques, mais nous l'avons découvert. Il est caché, nous l'avons découvert. Et c'est la plus grosse concentration de plomb zinc en Algérie maintenant. D'accord? Oui. Pour les autres éléments dont vous parlez, on a des métaux rares. Des gisements, des petits gisements de métaux rares au Gard. On a la possibilité de découvrir des gisements de métaux rares dans les églabes. On a comment on appelle ça? Pour les terres rares, il y a des indices intéressants, mais on ne connaît pas suffisamment le potentiel national des terres rares. On a des indices intéressants, mais qu'il faudra travailler. On a beaucoup de perspectives dans les métaux, d'accord? Mais il faut travailler, il faut développer l'exploration. Il faut cibler. Je pense qu'on veut d'abord développer ce que nous pouvons faire. Voilà. Et ne pas s'éparpiller sur tous se disperser. Hein, voilà, c'est ça. Il faut cibler, savoir où investir aujourd'hui. Bien, merci messieurs, merci d'avoir répondu à toutes nos questions et de nous avoir éclairé donc sur la teneur de ce grand projet dans le secteur minier, donc le lancement d'exploitation du gisement de fer à Garage Billet. On a commencé donc avec la partie ouest pour atteindre bien sûr d'ici 20 ans donc les 50 millions de tonnes par an, ce qui nous permettra donc non seulement de couvrir nos besoins et puis d'exporter bien sûr l'excédent. Merci à vous messieurs d'avoir participé à cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir.
البرنامج برعاية سوناتراك.